Bonjour, bienvenue sur le Seigneur des Arceaux, saison 2, ravi de vous retrouver pour l'actu NBA. On va parler de la conférence Est, des équipes qui la composent et qui sont pour l'instant avec des bilans très contrastés. Je vais remonter le classement pour voir comment ça se passe pour les franchises de l'Est. Et puis, je vous renvoie aussi aux différentes vidéos que j'ai faites plus détaillées sur chaque équipe. On va commencer par les derniers. Pour ne pas changer, ce sont les Detroit Pistons, 0 victoire, 4 défaites au moment où j'enregistre. Est-ce qu'il y a des progrès? Un petit peu. J'ai quand même envie d'être positif pour les Pistons avec toujours Kate Cunningham aux commandes. Tobias Harris, le nouveau venu qui apporte son expérience, même s'il ne révolutionne pas le jeu. Et puis on a également Tim Hardaway Jr., le shooter fou qui est souvent dans le 5 majeur. Après, on a toujours un peu les mêmes problèmes, un peu un manque de fond de jeu et de réalisme. Ça ne va pas jusqu'au bout des matchs. Donc, peut-être que les Pistons vont perdre encore énormément de matchs, sans doute moins que l'an dernier, parce que ce qui leur manquait l'an dernier, c'était toujours du shoot extérieur. Là, avec les deux joueurs que j'ai cités, les deux recrues, ça va un petit peu mieux, même si c'est pas mirobolant non plus. On assiste aussi au premier pas de Ron Holland, le rookie qui a été drafté assez haut. Donc, le processus commence mal, mais on pouvait s'y attendre aussi. Au-dessus, on a Milwaukee, Brooklyn, Toronto, Indiana. Donc un groupe assez étonnant parce que franchement, Milwaukee, c'est assez décevant. On a une équipe qui est quasiment au complet. Il manque Chris Middleton. Moi, je suis convaincu que, un peu comme Denver l'an dernier, cette équipe, vraiment, lui manque quand même un ou deux joueurs sérieux et majeurs pour qu'elle puisse aller plus loin. Elle se repose pour l'instant trop sur son duo de stars. Alors, ils ont fait leur match, Giannis il reste très impressionnant, Damian Lillard est capable d'enquiller les 3 points, mais c'est compliqué, c'est pas évident pour les Milwaukee Bucks. On attend mieux et il va falloir assez vite le faire parce que j'ai l'impression que sinon ça va être la crise. Du côté de Brooklyn maintenant, les Brooklyn Nets se sont inclinés récemment contre Denver de peu. Donc c'est une équipe clairement qui est amenée à être dans les bas-fonds du classement de l'Est. Il y a quand même des joueurs d'expérience comme le champion du monde Dennis Schroeder qui était à la baguette et qui se débrouille plutôt bien. Et puis on a des jeunes comme Nick Claxton, le pivot qui n'est pas dans le 5 bizarrement, mais qui va, je pense, continuer de faire des doubles-doubles, d'être un bon défenseur. Cam Thomas, le shooter fou, qui lui a des tickets de shoot et qui a une réussite assez aléatoire, mais il se débrouille bien. Bon, Ben Simmons a joué quelques matchs, c'est de nouveau un peu blessé, c'est du classique, on compte pas trop sur lui, mais il y a quand même des Cam Thomas, des Dorian Finney-Smith qui sont là pour apporter de la valeur parce que franchement, ils ont joué précédemment à Dallas, à Phoenix, donc ils sont capables d'apporter peut-être un petit peu d'expérience à ce groupe qui quand même est amené à souffrir. Toronto, alors là on a beaucoup moins d'expérience, on a beaucoup de jeunes joueurs, c'est intéressant de les voir, notamment par exemple Grady Dick en deuxième saison, Scotty Barnes qui avait été élu Rookie de l'année qui est le franchise player, le retour aussi de RJ Barrett. Donc on a un groupe qui a beaucoup changé depuis 2 ans, qui accueille des rookies comme Shed, un meneur. J'ai vu aussi qu'il y avait Battle. Ouais, je vérifie sur Basketball Référence, c'est Jamison Battle, un rookie ailier qui montre de bonnes choses, tout comme Jonathan Mogbo aussi, un ailier fort assez petit on va dire, mais qui bouge bien. Et puis on a également des joueurs comme Davion Mitchell qui ont été transférés, qui se débrouillent plutôt bien. On sait que c'est un meneur défenseur qui apporte, je pense, des choses intéressantes, en sachant qu'il y a Emmanuel Quickley qui est blessé, qui va prendre, je pense, quand même le poste de meneur, et le rookie Jacob Walter qui n'est pas encore vraiment entré dans la rotation. Donc Toronto
a gâché un petit peu ses possibilités. Ils auraient pu être sur un bilan équilibré parce qu'ils ont perdu contre Denver de peu. Mais franchement, c'est moins mauvais qu'on pouvait s'y attendre. On remonte le classement avec Indiana. Alors Indiana, c'est moins flamboyant que l'an dernier, en commençant par Tyrese Haliburton. Qu'est-ce qu'il fait? Chute d'adresse, une prestation lamentable à New York contre quand même ceux qu'ils avaient éliminés lors des playoffs. Les joueurs qui étaient impressionnants l'an dernier comme Andrew Nembhard ou Aaron Nesmith sont pour l'instant un petit peu en dessous. Je vois également que James Wiseman a été tenté mais s'est fait une très grave blessure et donc pari perdu pour l'instant. On attend un petit peu mieux. Il y a quand même des joueurs comme Obi Toppin, J.J. McConnell qui l'an dernier étaient très forts. Donc je pense que ça va rentrer un petit peu dans l'ordre et que progressivement Indiana va remonter au classement. Ensuite on a un groupe de 3 équipes qui est à une victoire, 2 défaites pour l'instant. Donc New York, Philadelphie, de gros morceaux quand même, hein. Charlotte et Washington. Nous avons ici 2 équipes qui sont donc des contenders, on va dire des équipes très très sérieuses qui veulent perturber les Celtics dans leur doublé. Donc New York qui a perdu contre les Celtics assez nettement le premier match. Ils se sont fait démonter par l'adresse historique ou presque de Boston qui a essayé de remporter le plus grand nombre de tirs à 3 points. Ils se sont arrêtés à 29 en égalisant le record, mais ça, on en reviendra tout à l'heure aux Celtics. Donc la greffe de Karl Anthony Towns va prendre un petit peu de temps. Le niveau d'adresse de Mikal Bridges, il évolue petit à petit aussi. C'est plutôt rassurant. On sait que c'est une équipe qui peut performer, qui a un super public. Vraiment quand même un bel effectif. Miles Bridges, Cameron Payne en sortie de banc aussi, c'est plutôt correct. En tout cas, à Philadelphie, pour l'instant, c'est un peu comme l'an dernier quand Joel Embiid n'était pas là, puisque le MVP n'est pas encore entré sur le terrain. On a Tyrese Maxey qui essaie de sauver les meubles. On a Paul George qui attend lui aussi de faire ses débuts sous le maillot des Sixers. Et puis Gershon Yabusele qui ne score pas beaucoup, mais qui est très précieux. L'autre jour contre Indiana, il a, je crois, fini avec 0 points, mais avec des rebonds, des écrans, de la bagarre. Il joue au poste 5 souvent en remplacement d'André Drummond, donc il fait de son mieux et il peut être précieux. Tyrese Maxey a mis 45 points contre Indiana, c'est évidemment dans la lignée de sa performance de l'an dernier, où il était All-Star pour la première fois et c'était mérité. Alors je continue avec Charlotte. Charlotte, moi j'attendais en tant que Français les débuts de Tidjane Salahin. Pour l'instant, il a été un peu blessé au doigt. Il a été un petit peu mis sur le banc pour les premiers matchs de NBA. Donc pour l'instant, il n'y a rien du côté de Tidjane Salahin en termes de stats. Mais là aussi, il va falloir être patient. En revanche, il y en a un qui est en forme, c'est Lamelo Ball. Lamelo Ball, il revient en forme. Très très polyvalent, toujours à distribuer le jeu, prendre des rebonds et aussi marquer des points. Avec son shoot où il décolle pas du tout, ou presque du sol. Un shoot bizarre mais assez efficace. Donc voilà, et Lamelo, il est en grande forme. On a également un Français, Moussa Diabaté, tiens, je le signale aussi parce que lui, il a eu quelques minutes en poste 5, vu que c'est un joueur assez grand, qui fait 2,10 m, en remplacement de Nick Richards, qui est le pivot titulaire, donc ça ne va pas chercher très loin à l'intérieur. On a toujours Seth Curry, pardon. C'est pas Curly. Il se mange pas, lui, à l'apéro. Et puis Miles Bridges, le sulfureux, voilà, sa présence est toujours polémique en NBA, mais bon, il continue d'être là. Lui, on n'a pas vu trop, je crois, Brandon Miller encore. Josh Green, qui est venu, l'Australien, lui, de Dallas à l'intersaison, il apporte son talent. Donc c'est un effectif et une équipe plutôt agréable à voir jouer, pas encore très expérimentée, mais
Voilà, c'est une équipe qui pour l'instant est au milieu de tableau. Les Washington Wizards, quant à eux, eh bien, sont très intéressants à regarder dans la mesure où on a déjà deux Français titulaires, Alexandre Sarr et Bilal Koulibaly. Et alors, Bilal, autant l'an dernier, il avait pris un peu ses repères de façon, je vais dire, presque timide, laissant l'efficacité être, on va dire, son conducteur, en sachant que cette année, il a franchi un pas déjà en termes de responsabilité. Il a plus le ballon, il crée pour les autres. Il a fait des matchs avec 6 points, 6 passes, 6 rebonds. Donc il essaie d'être polyvalent. Et surtout, il a battu son record en carrière, 23 points. Il a établi une masterclass en 35 minutes, je crois, sur Trae Young contre Atlanta. Et les Washington Wizards l'ont emporté. Il a vraiment été étouffant pour le meneur des Hawks qui a juste marqué 2 tirs à 3 points de loin, hein, comme il le fait, mais pour le reste, y compris sur la dernière possession où il a remonté le terrain en 5-6 secondes, Bilal l'a très bien attendu, il a été prêt pour intercepter ou gêner au maximum le tir de Trae Young qui n'a pas du tout pu prendre un tir correct. Donc ça c'est super encourageant. En sachant que bon, à ses côtés, il y a toujours Kyle Kuzma qui fait un peu n'importe quoi, qui marque beaucoup, mais avec beaucoup de déchets dans son jeu. Jordan Poole, qui l'an dernier avait été très décevant, cette année il score pas mal. Et puis c'est pour le début de la saison, en tout cas, le meilleur intercepteur en NBA. Sans compter qu'on a également Jonas Valanciunas qui peut jouer en poste 5 avec Alex Sarr en poste 4. Et c'est plutôt, je pense, la bonne combinaison pour les Wizards parce que là, on a deux joueurs capables de faire des écrans, de s'écarter ou pas. Parce que Alex Sarr, pour l'instant, il mitraille à 3 points, même s'il manque de régularité et d'adresse surtout. C'est peut-être pas mal, on va dire, qu'il se fasse la main parce que c'est une année d'apprentissage. Et on a bien vu Victor Wembanyama l'an dernier et encore cette année, on en reparlera bien sûr dans une autre vidéo, il arrose à 3 points, mais petit à petit, je pense que ça va être vraiment dans leur jeu quelque chose d'important. Donc, bon, il peut mettre quelques contres, Alex Sarr, il n'a pas encore explosé les compteurs. On va lui laisser le temps hein, avant de dire que ça se passe pas bien. Voilà, c'est normal, c'est l'apprentissage. Et puis on est à Washington, donc on a le temps. Atlanta, j'en parlais il y a quelques instants, eh bien, bilan équilibré comme Chicago. Ces deux équipes-là, bon, on sait qu'elles ont de bons joueurs, on sait qu'elles ont l'aptitude à se qualifier en playoff ou au moins pour le play-in. Et Atlanta a connu la défaite face à Washington. Il y a des blessures quand même, hein. Il y a DeAndre Hunter, Bogdanovic. Je ne sais jamais si c'est Bogdan ou Boyan. Je suis désolé si je me trompe. Enfin, Bogdanovic le Serbe, médaillé de bronze au JO. Donc ça fait du monde qui est absent, mais il y a quand même, bien sûr, Trae Young à la baguette qui est assez magistral, sauf contre Washington. On a toujours Jalen Johnson qui est un bon pari, qui se débrouille bien au poste d'ailier fort. Clint Capella et Nneka Okongwu qui se débrouillent bien aussi sur le poste 5. Donc on a une équipe qui est assez athlétique, qui joue assez franchement un basket plutôt offensif, hein. Mais il y a quand même aussi un joueur, bien sûr, qu'on suit à Atlanta, c'est Zaccharie Rizaché, le numéro 1 de la draft. Pour l'instant, il n'explose pas les compteurs en termes de points, mais là aussi, c'est pareil. C'est un gamin de 20 ans. Il découvre la NBA, des joueurs qui cartonnent tout dans son profil, dans une équipe qui est plutôt déjà bien installée, qui ne joue pas non plus le fond du classement. Eh bien, c'est normal qu'il prenne un petit peu de temps pour s'installer. Donc là, il a été titularisé. C'était plutôt d'ailleurs une belle prestation. Moi, je trouve qu'il fait encore des erreurs de rookie, mais ça, c'est absolument normal. En revanche, en termes de polyvalence, de vision de jeu, de tir extérieur, même s'il manque d'adresse, il décoche ses flèches. Et puis, il est capable aussi de se placer très très bien pour être servi par ses coéquipiers, et notamment Trae Young.
Donc Zachary, c'est une entrée en matière correcte et ça devrait s'améliorer petit à petit. Je passe à Chicago. Alors Chicago, c'est étonnant, mais ils sont plutôt intéressants cette année. La greffe avec Josh Giddey a l'air de bien se passer. On a Zach LaVine qui est en forme. On ne sait pas s'il va rester en place longtemps, mais voilà, on a aussi toujours Nikola Vucevic qui peut faire beaucoup de dégâts en attaque et puis prendre des rebonds, voilà, faire son mieux en défense même si c'est pas son fort. J'ai remarqué aussi que Kobe White était toujours très en forme, donc cet arrière qui s'est révélé l'an dernier vraiment se débrouille très bien toujours. Donc ça tourne plutôt bien à Chicago pour l'instant, on verra par la suite, mais voilà, c'est pas mal. Au-dessus d'eux, ben, il y a le Miami Heat. Moi, qui n'est pas une équipe qui m'enthousiasme des masses cette année, mais ben, quand on a des joueurs comme Jimmy Butler, Bam Adebayo et puis Tyler Hero, ça fait du bien. On a aussi Terry Rozier qui apporte sur le poste 1 quelque chose qui est assez intéressant au niveau de la tonicité, du rythme. Et puis, on a toujours des joueurs comme Nikola Jovic, Jaime Jaquez Jr. qui sont en train de se développer. Mais pour l'instant, Orlando est au-dessus de Miami dans le derby de la Floride. 3 victoires, une défaite, avec notamment cette masterclass de Paolo Banchero, 50 points contre les Indiana Pacers. Vraiment une équipe qui reste intéressante. Je vois en termes de points, on est à 11e en NBA en termes de voilà, rating offensif. En défense, 8e sur 30, bon, c'est pas mal. Et puis, on a toujours un groupe qui est en place avec l'arrivée de Kentavious Caldwell Pope, bon, qui pour l'instant est très maladroit, n'apporte peut-être pas grand-chose. En revanche, on a toujours Jalen Suggs qui est capable de vraiment mettre la pression sur les meneurs adverses. On a Gary Harris aussi sur le poste 2. Et puis Franz Wagner, pour l'instant, qui ne se fait pas énormément remarquer, mais ça va venir. Et puis sur le poste 5, on a quand même des solides gaillards, Wendell Carter Jr. et en sortie de banc, Moritz Wagner. Ça fait du monde, on le savait. Moi, je trouve que c'est une équipe qui n'a finalement pas tant évolué que ça depuis l'an dernier et qui confirme qu'ils sont à prendre tout à fait au sérieux dans, on va dire, le deuxième chapeau de l'Est. Ils ne font pas partie non plus des favoris pour le titre, mais ils commencent à bien évoluer. Et au-dessus d'eux, on a des équipes auxquelles on pouvait s'attendre. Cleveland et Boston, invaincus pour l'instant au moment où je vous parle. Cleveland avec Donovan Mitchell et surtout un Darius Garland qui a été retrouvé après une saison compliquée l'an dernier et des playoffs catastrophiques. C'est une équipe aussi qui, avec le nouveau coach Kenny Atkinson, l'ancien assistant des Bleus en équipe de France, elle se caractérise, je pense, par un meilleur équilibre extérieur-intérieur. On sait qu'il y a 2 extérieurs très forts, 2 intérieurs qui ont vraiment de la valeur, du talent aussi. Donc Jarrett Allen et Evan Mobley. Et Evan Mobley, je le sens plus en confiance, plus incisif, plus mordant. Et du coup, Cleveland, c'est une équipe qui score beaucoup, 123 points, 3e en NBA, et qui prend peu de points, 106 points. Donc il y a un écart d'ailleurs de 15 points, 16 points même. C'est un super indicateur pour une équipe qui est capable d'écraser ses adversaires, de vraiment les mettre sous l'eau. Et ça, c'est une qualité qu'il partage avec les Boston Celtics. Boston Celtics, alors que dire premier au point, 124 points et 7e défense, 109 points. Avec un écart de 15 points en moyenne. Et surtout, sont largement dans les meilleurs à 3 points. C'est, comme je le disais tout à l'heure, c'était vraiment une constante dans leur jeu qui se manifeste encore. Et les adversaires ne savent pas quoi faire, puisque ils sont obligés de surveiller un petit peu tout le tour de la ligne à 3 points. Même alors Ford peut dégainer à 3 points sans problème. Derrick White, Jason Tatum, Jaylen Brown. Et sur le banc, on a aussi Peyton Pritchard qui tourne à plus de 50%, qui met encore des buzzer beaters qui désespèrent les adversaires, comme le coach Doc Rivers, qui, impuissant, voyait le petit meneur scorer encore et encore à 3 points.
Donc, ils sont vraiment dans la course pour réaliser une saison encore historique. Pour l'instant, Kristaps Porzingis n'est même pas sur le terrain encore, donc on n'a pas trop de soucis pour les Celtics, vu que finalement, avec Luke Cornett, Nimas Kieta et puis Xavier Tillman sur le poste 5, eh bien, ils arrivent à s'en sortir sans problème. Vraiment, ils sont impressionnants, ces Celtics. Ils ont déjà écœuré les Bucks et les Knicks, donc on va dire des rivaux assez directs dans la course à l'Est. Et voilà, c'est pour ça que, sans surprise, on finit cette vidéo sur la conférence Est avec un bilan excellent des Celtics. Et vous, est-ce que vous avez une équipe qui vous a fait vibrer dans la conférence Est? On se retrouve pour la vidéo sur la conférence Ouest très bientôt. Et merci. Si vous voulez, vous avez toutes les previews qui sont dans une playlist qui n'attend que vous. Salut!